Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau chapitre de Voyage au centre de la Terre de Jules Verne et plus particulièrement le chapitre 31. Le lendemain, je me réveillais complètement guéri. Je pensais qu'un bain me serait très salutaire et j'allais me plonger pendant quelques minutes dans les eaux de cette Méditerranée. Ce nom, à coup sûr, elle le méritait entre tous. Je revins dîner avec un bel appétit. Hans s'entendait à cuisiner notre petit menu. Il avait de l'eau et du feu à sa disposition, de sorte qu'il put varier un peu notre ordinaire. Au dessert, il nous servit quelques tasses de café et jamais ce délicieux breuvage ne me parut plus agréable à déguster. Maintenant, dit mon oncle, voici l'heure de la marée, et il ne faudra pas manquer l'occasion d'étudier ce phénomène. Comment? La marée? M'écriai-je. Sans doute. L'influence de la Lune et du Soleil se fait sentir jusqu'ici. Pourquoi pas? Les corps ne sont-ils pas soumis dans leur ensemble à l'attraction universelle? Cette masse d'eau ne peut donc échapper à la loi générale. Aussi, malgré la pression atmosphérique qui s'exerce à sa surface, tu vas la voir se soulever comme l'Atlantique lui-même. En ce moment, nous foulions le sable du rivage, et les vagues gagnaient peu à peu la grève. Voilà bien le flot qui commence, m'écriai-je. Oui, Axel, et d'après ces relais d'écume, tu peux voir que la mer s'élève d'une dizaine de pieds environ. C'est merveilleux. Non, c'est naturel. Vous avez beau dire, mon oncle, tout cela me paraît extraordinaire, et c'est à peine si j'en crois à mes yeux. Qui eût jamais imaginé dans cette écorce terrestre un océan véritable, avec ses afflux et ses reflux, avec ses brises, avec ses tempêtes? Pourquoi pas? Y a-t-il une raison physique qui s'y oppose? Je n'en vois pas, du moment qu'il faut abandonner le système de la chaleur centrale, donc jusqu'ici la théorie de Davy se trouve justifiée. Évidemment, et dès lors rien ne contredit l'existence de mers et de contrées à l'intérieur du globe, sans doute mais inhabitées. Pourquoi ces eaux ne donneraient-elles pas asile à quelques poissons d'une espèce inconnue? En tout cas, nous n'en avons pas aperçu un seul jusqu'ici. Eh bien, nous pouvons fabriquer des lignes et voir si l'hameçon aura autant de succès ici-bas que sur les océans sublunaires. Nous essaierons, Axel, car il faut pénétrer tous les secrets de ces régions nouvelles. Mais où sommes-nous, mon oncle? Car je ne vous ai point encore posé cette question à laquelle vos instruments ont dû vous répondre horizontalement, à 350 lieues de l'Islande. Tout autant? Je suis sûr de ne pas me tromper de 500 toises, et la boussole indique toujours le sud-est. Oui, avec une déclinaison occidentale de 19 degrés et 42 minutes. Comme sur Terre, absolument. Pour son inclinaison, il se passe un fait curieux que j'ai observé avec le plus grand soin, et lequel, c'est que l'aiguille, au lieu de s'incliner vers le pôle, comme elle le fait dans l'hémisphère boréal, elle relève au contraire. Il faut donc en conclure que le point d'attraction magnétique se trouve compris entre la surface du globe et l'endroit où nous sommes parvenus, précisément. Et il est probable que si nous arrivions vers les régions polaires, vers ce 70e degré où James Ross a découvert le pôle magnétique, nous verrions l'aiguille se dresser verticalement. Donc ce mystérieux centre d'attraction ne se trouve pas situé à une grande profondeur. En effet, et voilà un fait que la science n'a pas soupçonné. La science, mon garçon, est faite d'erreurs, mais d'erreurs qu'il est bon de commettre, car elles mènent peu à peu à la vérité. Et à quelle profondeur sommes-nous? À une profondeur de 35 lieues. Ainsi, dis-je, en considérant la carte, la partie montagneuse de l'Écosse est au-dessus de nous, et là, les monts Grampians s'élèvent à une prodigieuse hauteur, leurs cimes couvertes de neige. Oui, répondit le professeur en riant, c'est un peu lourd à porter, mais la voûte est solide. Le grand architecte de l'univers l'a construite en bons matériaux, et jamais l'homme n'eût pu lui donner une pareille portée. Quelles sont les arches des ponts et les arceaux des cathédrales auprès de cette nef d'un rayon de 3 lieues, sous laquelle un océan et ses tempêtes peuvent se développer à leur aise? Oh, je ne crains pas que le ciel me tombe sur la tête. Maintenant, mon oncle, quels sont vos projets? Ne comptez-vous pas retourner à la surface du globe? Retourner, par exemple, continuer notre voyage au contraire, puisque tout est si bien jusqu'ici. Cependant, je ne vois pas comment nous pénétrerons sous cette plainte liquide.
Oh, je ne prétends point m'y précipiter la tête la première, mais si les océans ne sont à proprement parler que des lacs, puisqu'ils sont entourés de terre, à plus forte raison, cette mer intérieure se trouve-t-elle circonscrite par le massif granitique. Cela n'est pas douteux. Eh bien, sur les rivages opposés, je suis certain de trouver de nouvelles issues. Quelle longueur supposez-vous donc à cet océan? 30 ou 40 lieues? Ah, fis-je, tout en imaginant que cette estime pouvait bien être exacte. Ainsi, nous n'avons pas de temps à perdre et dès demain, nous prendrons la mer. Involontairement, je cherchais des yeux le navire qui devait nous transporter. Ah, dis-je, nous nous embarquerons bien. Et sur quel bâtiment prendrons-nous pour passage? Ce sera pas sur un bâtiment, mon garçon, mais sur un bon et solide radeau. Un radeau, m'écriai-je, un radeau est aussi impossible à construire qu'un navire, et je ne vois pas, tu ne vois pas, Axel, mais si tu écoutais, tu pourrais entendre. Entendre? Oui, certains coups de marteau qui t'apprendraient que Hans est déjà à l'œuvre. Il construit un radeau? Oui. Comment? Il a déjà fait tomber des arbres sous sa hache? Oh, les arbres étaient tous abattus. Viens et tu le verras à l'ouvrage. Après un quart d'heure de marche de l'autre côté du promontoire qui formait le petit port naturel, j'aperçus Hans au travail, quelque part encore, et je fus près de lui. À ma grande surprise, un radeau à demi terminé s'étendait sur le sable. Il était fait de poutres d'un bois particulier, et un grand nombre de madriers, de courbes et de couples de toute espèce jonchaient littéralement le sol. Il y avait là de quoi construire une marine entière. Mon oncle, m'écriai-je, quel est ce bois? C'est du pin. Du sapin, du bouleau, toutes les espèces de conifères du nord minéralisées sous l'action des eaux de la mer. Est-ce possible? C'est ce qu'on appelle du surtarbrandur ou bois fossile. Mais alors, comme les lignites, il doit avoir la dureté de la pierre et il ne pourra pas flotter. Quelquefois cela arrive, il y a de ces bois qui sont devenus de véritables anthracites, mais d'autres tels que ceux-ci n'ont encore subi qu'un commencement de transformation fossile. Regarde plutôt, ajouta mon oncle en jetant à la mer une de ces précieuses épaves. Le morceau de bois, après avoir disparu, revint à la surface des flots et oscilla au gré de leurs ondulations. Es-tu convaincu, dit mon oncle, convaincu surtout que cela n'est pas croyable. Le lendemain soir, grâce à l'habileté du guide, le radeau était terminé. Il avait 10 pieds de long sur 5 de large. Les poutres de surtarbrandur, on ne sait pas, reliées entre elles par de fortes cordes, offraient une surface solide. Et une fois lancée, cette embarcation improvisée flotta tranquillement sur les eaux de la mer Lindenbrock. Et voilà qui clôt le chapitre 31 de Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. À très vite pour de nouvelles aventures.